Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Visite des missions de l'ONU et de l'Union africaine dans 2 régions de la Somalie. L'occasion pour elles d'évoquer la situation humanitaire et les défis à relever. L'Organisation mondiale de la santé déconseille les interdictions de vol vers les pays touchés par Ebola. Elle évoque un risque faible de transmission du virus par l'air. Et puis l'un des principaux freins au développement en Afrique, c'est l'accès au financement bancaire. Il existe notamment de nombreuses difficultés liées aux conditions d'octroi de crédit. Mais avant de développer ces titres, raids aériens près de Tripoli, en Libye. Ce lundi, 2 avions non identifiés ont bombardé des localités proches de la capitale où s'affrontent à l'arme lourde des milices rivales. Une attaque revendiquée par le général dissident Khalifa Haftar. Selon ce dernier, cette expédition aurait été menée par des avions étrangers et non libyens. La MISOM et l'Union africaine en déplacement à Garbaharé et Buloburté. Elles ont noté une situation humanitaire préoccupante dans ces régions somaliennes, en cause la présence de certains groupes armés. Elles sollicitent également une aide internationale. Erika Ouraga. La situation humanitaire en Somalie est toujours préoccupante. Les attaques récurrentes du groupe armé El-Shebab ces derniers mois à Mogadiscio, la capitale somalienne, ont laissé la plupart des populations sans nourriture. Pour évaluer la situation humanitaire dans le pays, les Nations Unies et la mission de l'Union africaine ont effectué une visite dans les régions de Garbaharé et Buloburté. Cette visite qui fait le point apporte des correctifs. Mais comme toute l'action des Nations Unies en Somalie dépend de l'aide justement internationale, pour qu'il y ait effectivement changement de situation, progrès, il faut que sur le terrain de la sécurité, sur le terrain de la paix, de la réconciliation en Somalie et puis de la mise en place du gouvernement fédéral, que tout avance dans le même sens. Or, chaque fois que des actions de stabilisation sont menées, on voit des coups de boutoir, Al-Shabaab qui attaque les institutions à Mogadiscio et ça complique effectivement la tâche de l'Union africaine. Le groupe El-Shebab contrôlait une partie de la Somalie en 2008 avant de se replier en 2011 grâce à l'appui de l'armée nationale et des forces de l'Union africaine. Leurs attaques ces dernières années ont amené les autorités somaliennes à renforcer la sécurité dans le pays. Al-Shabaab a empêché le déplacement des populations. Les zones à risque sont encore sous le contrôle de la MISOM. Nous devons travailler davantage pour que les populations se déplacent librement. Le 15 août 2014, à Mogadiscio, des combats ont opposé les forces africaines à la milice d'un ancien responsable local. Les soldats de l'ONU et l'armée somalienne ont finalement combattu la milice avant de lancer une offensive conjointe. Dans le reste de l'actualité, manifestation à l'université de Dakar au Sénégal. La situation reste tendue sur le campus de l'établissement Cheikh Anta Diop où un étudiant a été tué jeudi dernier. C'est le 2e étudiant qui trouve la mort sur le site en moins de 3 mois. Écoutons les propos de Mamadou Seck, journaliste au quotidien L'Enquêteur. Il revient sur ce drame et expose les attentes des enseignants. Pour résoudre tout ce problème, c'est-à-dire que le SAES, le syndicat autonome des enseignants du Sénégal, réclame donc le départ des policiers de l'enceinte universitaire. Parce que donc, dans cette situation, les étudiants ne peuvent pas étudier. Les étudiants ne peuvent pas cohabiter avec la police. Parce que l'université de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop, n'est pas une caserne. C'est-à-dire que les policiers sont invités à aller dans les casernes ou bien d'aller faire d'autres tâches qui leur sont confiées. Par exemple, ce que réclame maintenant le syndicat autonome des enseignants du Sénégal, c'est le retrait de ces policiers de l'enceinte universitaire. Il réclame également donc la démission du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui est le premier policier du Sénégal. Il réclame également le départ du ministre en charge de l'enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, qui est également un professeur des universités, qui a été recteur de l'université de Saint-Louis. Il demande également le départ de Anna Seni-Faye, qui est donc la directrice générale de la sécurité nationale, c'est-à-dire de la police sénégalaise. Restrictions de voyage, annulation d'événements, suspension de vols dans la région. La propagation du virus Ebola a entraîné une vague de mise en garde et pour cause, la fièvre hémorragique a entraîné la mort d'au moins 1145 personnes dans 4 pays ouest-africains. Erika Ouraga. La fièvre hémorragique Ebola gagne du terrain en Afrique. Après la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, surtout des populations nigérianes d'être affectées par le virus. Les professionnels de la santé s'activent pour éradiquer complètement le virus Ebola sur le continent.
Mais pour certains spécialistes, la sensibilisation des populations serait le moyen efficace pour faire arrêter la contamination. Mon objectif est d'amener les gens à connaître la maladie. Les personnes doivent comprendre que dès que quelqu'un présente les symptômes, fièvre, maux de tête, maux de gorge, diarrhée, il doit se présenter immédiatement à l'hôpital. Et une personne morte du virus Ebola est encore plus contagieuse que de son vivant. Certains pays ont fermé leurs frontières pour éviter la propagation de la maladie dans toute l'Afrique. C'est le cas de la Guinée qui a fermé ses frontières terrestres avec le Libéria et la Sierra Leone. Mais l'OMS ne recommande pas d'interdire les voyages à destination et en provenance des pays touchés. L'OMS n'a émis aucune restriction de voyage. Lorsque les décisions sont prises par les compagnies aériennes, elles doivent tenir compte de leurs risques perçus et de l'impact économique réel sur les pays qui sont déjà touchés par la maladie. Le virus Ebola a fait près de 1000 décès, selon le personnel de l'OMS engagé dans la lutte contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Le nombre de décès pourrait s'aggraver dans les prochains jours. Faciliter la création d'entreprises en Côte d'Ivoire, telle est l'ambition des autorités. Pour atteindre cet objectif, certains professionnels prônent la mise en place de garanties pour permettre aux banques de débloquer des financements pour les grandes sociétés, mais également les PME et PMI. Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire, commentaire d'Ibra Radindiaï. Les garanties de financement, nouveau instrument pour financer le développement en Afrique. Les banques et institutions de financement africaines se tournent de plus en plus vers les garanties financières pour le financement des infrastructures et des petites moyennes entreprises en Afrique. Ces garanties permettent d'augmenter les financements disponibles en baissant le coût des emprunts. En Côte d'Ivoire, la société ivoirienne de banque a obtenu une garantie de 25 millions de dollars de la part de la Société financière internationale. C'est un accord qui porte sur 25 millions de dollars, ce qui nous permet, nous, de donner en fait des crédits à hauteur de 50 millions de dollars. Donc, c'est cette possibilité, puisqu'ils interviennent à 50% donc, à la garantie. Donc, 50 millions de dollars, c'est l'équivalent de 25 milliards de francs CFA. Et dans le cas des PPP, nous sommes engagés au niveau du groupe Attijari à rechercher, donc, à structurer des financements pour ces PPP, à chercher donc, les opérateurs, à la mettre à la disposition donc, de l'État de Côte d'Ivoire. Essentiellement, ces 3 projets que nous avons identifiés. Le premier porte sur la question des zones industrielles. De son côté, l'institution financière Garantuco, qui vient d'obtenir la note AAA, n'intervient que dans le financement des projets pour le développement du secteur des infrastructures. Cela lui permet de lever des fonds à des taux préférentiels pour apporter des garanties pour les projets d'infrastructures au bénéfice des pays à faible revenu sur le continent. On dit souvent globalement en jargon africain que dès lors que vous avez les routes, c'est que le développement va suivre. Donc c'est dans cette perspective-là que nous tenons effectivement à travailler dans la sous-région, à participer au maximum possible dans les projets d'infrastructure, notamment les routes, les télécommunications, l'énergie, l'eau et l'immobilier. Et nous avons des projets qui sont dans des volumes d'à peu près de 500 millions de dollars, pour lesquels nous avons été sollicités pour l'émission de garantie. On a des projets dans tout ce qui est agribusiness. Ça touche à peu près la population environnante et ça permet également de développer, de donner de l'emploi à ceux qui sont autour du projet. Garantuco a notamment apporté des garanties pour le financement de l'extension de la centrale thermique d'Ajito en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, elle a également accordé des garanties financières au profit des obligations d'un montant de 21 milliards de naira émises par un fabricant de toitures en aluminium pour développer ses activités en Afrique de l'Ouest. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.